D'abord une pensée pour les Congolais fauchés dans les bousculades à Kikus, où on a commémoré les 40e jours de la mort de Ménéa avec une organisation approximative, c'est le mot qu'on puisse dire, oui, hommage à eux. Hommage également aux Congolais fauchés dans les RAF, c'est le moins qu'on puisse dire, à Brazzaville et bientôt peut-être à Pointe-Noire parce qu'ils viennent en masse pour revenir à Kinshasa. Oui, une certaine brutalité qu'il faut dénoncer parce que les droits de l'homme commencent également par là, où nous aurons largement à en parler dans cette émission. Ces Congolais, eh bien, ils sont les bienvenus dans leur pays, la République démocratique du Congo. Donc hommage aux Congolais, pourquoi? Parce que on a encore enregistré beaucoup d'arrivées par Bichingobila. On annonce presque 20 000 retours en République démocratique du Congo et souvent les témoignages dénoncent beaucoup de brutalité, des dénonciations aussi de leurs voisins et ça risque de poser des problèmes de cohabitation en Afrique centrale. Maintenant, que faire? Est-ce qu'il y a un piège autour du président Sassou, grand défenseur des droits de l'homme, lui-même cofondateur de la Charte africaine des droits de l'homme et surtout le doyen des chefs d'État dans cette sous-région? Il se pose un problème de regarder de très près qui piège justement le président. Ce sera le premier thème qu'on va aborder dans cette émission. Et bon, on va revenir sur la situation à l'Équateur, exclusion en répétition et surtout avec cette crise de leadership qui semble s'installer à l'Équateur. Que font justement les leaders de l'Équateur? Que font les grands politiciens que nous avons toujours connus dans ce pays pour que cette province ne décolle pas? D'exécutif en législatif, on ne comprend pas grand-chose. Alors, les journalistes, peut-être, ils vont nous expliquer. Alors, aujourd'hui, on a complètement chamboulé les invités par les invités. Les grosses têtes, ou les moyennes têtes, on va dire, en ébullition, ici en RDC, en matière de presse libre. Harold Badibanga, qui a changé de place. Mais pas d'idée, hein? Pas d'idée parce que la gauche, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit se définit par le mieux-être de la population à n'importe quel prix. D'accord. Et à côté de vous, le journaliste des gauches, mais plus capitaliste qu'économiste. Ben, plutôt, on est confirmé de gauche. De gauche, il n'y a même pas de débat là-dessus, oui. Mais les théories économiques, les pratiques économiques, parce qu'on a une petite formation en économie, on en use pour éclairer nos compatriotes. Et un patriotisme pas exacerbé, mais qui s'affirme, non? Surtout dans les cas de ce qu'on va aborder tout à l'heure comme sujet. Sur, un patriotisme confirmé, un patriotisme affiché. Oui. Il n'y a pas de honte d'être patriote. Absolument. Et je l'assume. Absolument. On en parlera sans excès. Non. Et John Omombo, lui, c'est le journaliste RTVS 1, on va dire le loup en devenir, pour ne pas dire journaliste qui se confirme de plus en plus. Mais par contre, on ne l'a pas encore classifié. Des gauches, des droites, du centre? Non, il est journaliste, il œuvre pour l'intérêt humain. Oui. Voilà. Ma spécialité, ce sont des questions internationales. Questions internationales. Voilà. Mais justement, on va en parler, surtout avec la sous-région, CAC, Grand Lac, et puis celui qui nous rejoint aujourd'hui, et ça fait un moment qu'il n'était pas venu, c'est puis Gérard Elenga, journaliste RTNC2. Hein, il retrouve la confrérie des analystes. Oui, après un bon moment, on est quand même revenu. Hein, absolument. L'histoire de Club de presse, Club 50, ne peut pas se raconter sans qu'on pense à nous, sinon absolument. Ça va être une histoire complète. Vous êtes dans merci de revenir. Vous êtes dans l'arène et nous allons justement commencer par cette situation de la République démocratique du Congo avec sa sœur d'en face, la République du Congo-Brazzaville. La semaine dernière, nous en avons parlé ici, et d'ailleurs, on a eu beaucoup de coups de fil en provenant de Brazza, et d'ailleurs, pour dire, oui, les journalistes étaient un peu caustiques, pour ne pas dire très analystes et difficiles dans la manière d'accepter qu'un pays souverain puisse prendre des mesures conservatoires contre la délinquance, contre les clandestins. Où est le mal en ça? Le Congo, d'en face, non seulement prend ces mesures pour protéger sa population, mais également pour protéger son économie. D'après toujours les mêmes personnes, les ressortissants du Congo-Kinshasa non seulement représentent un danger potentiel de sécurité, mais
beaucoup travaillent clandestinement, ils ne payent pas les impôts, donc ça pose problème et c'est pour ça qu'on nettoie. Alors, mon ami Bienvenu Bakoumani disait la fois dernière, il faut de la réciprocité, mais on a vu aujourd'hui samedi déjà une spontanéité de la part des ressortissants congolais de Brazzaville, enfin la plupart des étudiants d'ailleurs qui sont en cours, il faut le préciser, de cours, c'est-à-dire la scolarité n'est pas terminée. Beaucoup sont rentrés depuis hier, 600 aujourd'hui. Est-ce que la situation créée par ceux qui sont un peu, je dirais, trop zélés en face ne pose pas de problème sérieux maintenant, même à leurs propres compatriotes qui étaient en paix ici parce qu'ils sont repartis sans égratignure, sans injure? Je suis content que vous ayez précisé qu'ils sont repartis, les étudiants sont repartis sans égratignure. Voyez à quel point les étudiants congolais de Brazzaville ont manifesté une solidarité avec les Congolais de Kinshasa qui sont expulsés de la manière que tout le monde sait. C'est dire que la jeunesse comprend mieux les enjeux que les dirigeants congolais et c'est vraiment incompréhensible parce que les dirigeants congolais d'en face, ils ont de la famille ici à Kinshasa. Ils ont des maisons, il y a beaucoup de familles. Beaucoup de familles, beaucoup de deuxième bureau, beaucoup de troisième bureau, beaucoup d'enfants. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, beaucoup d'enfants. Au point qu'on se pose la question, comment est-ce que des responsables de ce niveau-là peuvent-ils actionner quelque chose qui peut leur faire le retour des flammes qui peut leur être difficile à gérer? C'est incompréhensible. Peut-être que ça peut se justifier avec cette réactivation, cette redynamisation de l'axe Brazzaville-Kigali. Je ne m'explique pas autrement. Comment ça où est le rapport avec Kigali? Depuis un temps, l'axe Kigali-Brazzaville est très réchauffé. Les réchauffements entre les relations entre Kabila, plutôt Sassou et Kagame se sont réchauffés, les va-et-vient. Mais au moment où Kagame lui-même est en mauvaise posture avec les Occidentaux, en fait. Je pense que le président Sassou a ses raisons. Qui fait la mauvaise analyse de la situation? Peut-être que moi, mais je suis sûr que je ne fais pas la mauvaise analyse, parce que si je vois les va-et-vient, lors du génocide, Sassou était là, le président Kagame est souvent à Brazzaville, il est même annoncé dans les jours qui viennent à Brazzaville. C'est dire que cet axe s'est réchauffé suffisamment, au point qu'on peut se dire, à Brazzaville, on s'est dit pourquoi ne pas adopter la politique rwandaise vis-à-vis de la République démocratique du Congo, revue et corrigée. Je crois que le vrai problème, nous l'avions dit la fois passée, le vrai problème c'est chez nous. Moi j'attends que le Conseil des ministres extraordinaire se réunisse et que le porte-parole dise à tous les compatriotes qui sont à Brazzaville, le gouvernement de la République a décidé de voter rapatriement au pays. Mais il y en a déjà 25 000 qui sont revenus, y compris des Pointes-Noires. Donc oui, justement, il y a un bon paquet qui est revenu. Jean-Marie, ce n'est pas par la volonté du gouvernement. Moi, je voudrais que le gouvernement puisse agir. C'est comme si les Congolais eux-mêmes se prennent en charge. C'est comme si les Congolais sont abandonnés à leur triste sort. On a un gouvernement élu, un gouvernement de la République élu, issu des élections. Ce gouvernement doit. La plupart sont. La parole va tourner et on le retrouve à l'ambassade du Congo à Brazzaville. Et ils sont pris en charge avec des bateaux qu'on envoie assez régulièrement. Ce qui est intéressant, Jean-Marie. 3 navettes aujourd'hui. Par jour, c'est très bien. Oui. C'est très bien. C'est vraiment ce que je souhaitais, que le gouvernement puisse prendre les choses en main. Et Mata Tampogno, il faut le signaler, a été au beach, Gobila aujourd'hui, accueillir les Congolais, voilà, avec son ministre des Affaires étrangères et même les gens de l'hôtel de ville pour dire que... C'est qu'on est entendu. Absolument. Okay. Alors, Harold Badibanga, qui piège le président Sassou dans cette affaire? Est-ce que... apparemment, avec l'humanisme, le panafricanisme, il faut quand même rappeler qu'il fait partie des doyens aujourd'hui chefs d'État, il fait partie de ceux qui résolvent les problèmes en Centrafrique. Chez nous, ici, il est venu pendant les concertations. Quand il y a des problèmes qui se posent en région, dans la zone Afrique, eh ben, c'est Sassou qu'on regarde. Alors, quand il y a ce genre de choses, est-ce que l'argument peut tenir lorsqu'on dit aux Tchadiens de ne pas quitter la République centrafricaine, lorsqu'on dit aux Gabonais de ne pas chasser les Camerounais ou les Béninois? Bon, où est l'intégration africaine? Merci Jean-Marie Kassamba pour la question. Mais avant de répondre à la question de savoir qui piège Sassou, je voudrais quand même répondre aux téléspectateurs qui nous suivent à Brazzaville, qui vous auraient appelé pour poser la question de savoir est-ce que le Congo-Brazzaville n'est pas un État souverain qui peut se décider. Absolument. Nous disons oui, c'est un État souverain qui doit se décider, mais en relation internationale, lorsqu'un État souverain qu'il soit, lorsqu'il ratifie un traité international, il a vendu une partie de sa souveraineté
passé. Et donc, il ne peut pas aller au-delà des engagements. De ces engagements. Oui. Et là, même s'il n'y a pas un accord signé en bonne et due forme entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, Si, ça existe Brazzaville, dans la tripartite. Hein. Oui. Angola, les deux RDC. Congos, ça existe. Il est interdit, Donc, par exemple, de renvoyer à masse des ressortissants sans consultation ça préalable. vient donc renforcer la thèse selon laquelle ce qui est fait au Congo-Brazzaville, c'est une violation ad libitum des droits de l'homme. Et parce que si c'est un État normal, un État moderne, même si c'est un criminel de grand chemin qui est arrêté au Congo-Brazzaville après avoir violé 1000 femmes, après avoir pillé, son pays d'origine a le droit d'être informé bien avant de son arrestation, du motif pour lequel il est arrêté et du jour de son transfèrement. Cela n'a été fait. Le Congo, la RDC, mon pays, a été surprise de se rendre compte qu'on refoule ses ressortissants. Donc, de ce côté-là, qu'on ne brandisse pas les théories de relations internationales sans avoir le répondant. Donc, les théories qui répondent par rapport à ça. Alors, qui piège Sassou? Sassou n'est pas piégé. Si dans son administration, peut-être dans certains de ses conseillers, il y en a qui sont les ventes en guerre ou peut-être qui ont d'autres agendas. C'est de ça que nous parlons. Qui sont peut-être au-delà de ce qu'on analyse. C'est de ça que nous parlons, Jean-Marie Kassamba, en disant que Sassou n'est pas piégé, mais il est piégé par lui-même. Je cite un exemple très patent. Les images, heureusement, circulent aujourd'hui dans les médias sociaux. Jean-François Ndengue, lui-même, à 12h ou à 13h sous un soleil accablant, applaudi par les Brazzavillois, dit, et je le cite, « Les Zaïrois là, nous allons les traquer, nous allons les assassiner, nous allons les tuer. » C'est lui que l'on voit sur image en train de prononcer ces paroles odieuses et les Brazzavillois applaudissent. Je pose une question. Est-ce que Sassou n'était pas au courant que cette opération allait commencer? Et lorsqu'elle a commencé, n'a-t-il pas été informé qu'il y a des dérapages? Et lorsque ces propos incendiaires ont été tenus, étant donné qu'ils sont aussi passés d'une manière ou d'une autre sur la chaîne nationale brazzavilloise, ne les a-t-il pas suivis? Étant donné que la réponse à tous mes questionnements est positive, donc il n'est pas piégé, il est conscient de ce qui se passe. Et parce qu'il est conscient de ce qui se passe, n'ayons pas de honte à dire, ni peur à qui que ce soit, nous sommes le Grand Congo. Lorsqu'il faut que l'on se compare au Congo-Brazzaville, il n'y a ni comparaison, ni choix. Nous sommes un Grand Congo. Et là, je suis en train de me rendre compte que tout autour de nous, en termes de communauté internationale, des sociétés civiles, il n'y a que de l'aventurisme. Parce que les propos tenus par le général Jean-François Ndengue, ce sont des propos génocidaires, qui n'ont rien de différent du génocide rwandais que l'on vante aujourd'hui, de tout ce qui se passe, parce que les Congolais sont poursuivis, chassés au Congo-Brazzaville, pas au nom du fait que ce sont des bandits, mais parce que ce sont des Congolais. Ces Congolais-là, nous allons les tuer. Le génocide se définit en droit pénal international comme la pourchasse et l'élimination des personnes compte tenu de leur appartenance, soit ethnique, soit religieuse, soit. Donc si on élimine un groupe de gens compte tenu d'une appartenance quelconque, ça ne s'appelle pas autrement, c'est le génocide. Et maintenant, parce que c'est le génocide, que fait-on de ce qui se passe? Parce qu'on va me poser la question de savoir, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais Dieu seul sait si, dans ce qui est fait, il n'y a pas eu de mort et qu'on refuse de nous les citer. Aujourd'hui, on a même vu une bonne dame avec ses enfants traverser dans ces conditions-là. Est-ce elle faisait partie des bandits? Je ne crois pas. Maintenant, le gouvernement... Mais justement, il y a une question, il faut que la parole tourne tout de même. Est-ce que les enfants qui sont à l'école, par exemple, ou les mariages mixtes des Congolais de Brazzaville et des Congolaises de Kinshasa, ou des Congolaises de Kinshasa avec des Congolais de Brazzaville, lorsque un bailleur ou un voisin dit voilà,